on va aborder deux choses différentes. On va rentrer dans le détail sur deux aspects de ce dont j'ai commencé à parler l'autre fois dans la présentation générale. La première présentation, ça va être sur la loi de la réfraction, cette loi que vous avez tous appris en optique, voilà, vous avez vu. Donc je dois revenir sur des aspects liés à ça, à la découverte, à la signification, à l'interprétation de ça. La deuxième partie, ça va être consacré à la vitesse de la lumière. Je vais vous expliquer depuis 1600, depuis Descartes, en gros, les idées qu'on a sur la vitesse de la lumière, les mesures, l'interprétation aussi de ça. Ça, là, la première partie, ça va nous emmener en gros de 1600 à 1750, en gros, donc ça reste quand même sur la première partie historique de ce que je vous ai présenté. La partie sur l'histoire de la lumière, ça va aller plus loin et on va s'arrêter essentiellement à 1905 avec la théorie de la relativité, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais ce sera le point final pour moi de la deuxième présentation. Comme je vous l'ai dit dans le premier cours, l'idée c'est d'essayer de vous montrer de l'histoire des sciences en action. C'est pas seulement de vous montrer l'histoire de ça, mais comment c'est fait, d'aller voir dans les textes. Et donc, à plusieurs reprises, à quelques reprises, on va aller vraiment lire ensemble quelques bouts de textes historiques, des textes écrits par les savants, et on va aussi aller lire des textes écrits par des historiens des sciences sur ce qu'ont fait ces savants. Ça ne sera pas que de la lecture tout le temps, hein, je vous rassure, mais il y aura quelques textes comme ça, il doit y en avoir 4 ou 5 en tout sur les deux présentations. Alors, premier aspect de ce qu'on va faire aujourd'hui, la loi de la réfraction, la fameuse loi des sinus. Est-ce que vous avez une idée, vous, de la date depuis laquelle on connaît ça? Toi, tu dis 1620? 1620? Ok. Vous n'avez aucune idée? Donc la dernière fois dans l'histoire que j'ai commencé à raconter avec Kepler, c'était 1604 son premier ouvrage, 1611 son deuxième sur l'optique, et lui il n'avait pas ça, il n'avait pas trouvé cette loi-là, il écrivait une autre loi beaucoup plus compliquée. Donc effectivement la date disons officielle, conventionnelle pour ça c'est 1621, en fait on va y revenir tout à l'heure. Mais en fait, ça date d'avant. Alors, moi je vais commencer l'histoire, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le biais que j'ai choisi ici pour cette présentation. Je vais tout commencer à partir de 1600. Il se trouve que là, on peut aller chercher plus loin. Chez les Arabes, il y a des tables de réfraction qui ont été faites qui, de façon évidente, utilisaient aussi la loi des sinus. Donc ça a été probablement découvert d'une manière, roublié, etc. Et je vais reprendre l'histoire, moi, à partir de 1600, voilà, avec ce gars, Thomas Harriot. Est-ce que vous connaissez Thomas Harriot? Qui a déjà entendu parler de ce gars? Ok, c'est pas super étonnant, effectivement il n'est pas très connu dans le grand public, on va dire, et puis pour les étudiants aussi. Donc il a joué un rôle important dans plusieurs choses, ce gars-là. Une des choses pour lesquelles il est un peu connu quand même, c'est que c'est un des premiers à avoir observé la Lune avec une lunette, avant Galilée. Il a observé la Lune, vu qu'il y avait des montagnes, fait dessiner des cartes de la Lune. Et donc voilà, c'est un des premiers à avoir fait ça. Quelques mois avant Galilée, pas non plus énormément. Donc, par ailleurs, ce pourquoi il nous intéresse ici, il a aussi écrit la loi des sinus, celle que je vous ai écrite tout à l'heure, mais il l'a fait en secret. En fait. Pour lui, il n'était pas du tout question de la diffuser. C'était une sorte c'était pour lui un pouvoir qu'il avait. Il connaissait cette formule, et ce qu'il a fait avec ça, c'est qu'il a établi des tables de réfraction de la même manière, identique à celle de Ptolémée que je vous avais montré autrefois, avec I et puis R, faire des tables qui vont ensemble. On peut faire des mesures, mais on peut aussi vérifier que les mesures sont cohérentes, qu'il n'y a pas une valeur aberrante, etc. Si on a une idée de la loi mathématique que ça suit. Et lui, il a vraiment utilisé la loi des sinus comme ça. Donc il l'a trouvé de manière empirique, probablement. Il a vu qu'effectivement le sinus de I était proportionnel à sinus de R quand il faisait les mesures, et il a utilisé ça pour perfectionner ses tables. Il a probablement d'ailleurs échangé avec Kepler pour lui donner des tables de réfraction qui étaient correctes, mais sans lui donner le secret de fabrication. Et il tenait à ça, c'était pas qu'il ne pensait pas à le donner, c'est qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que les gens connaissent la loi des sinus. C'était quelque chose qu'il avait. Donc du coup, comme il n'a pas dit, ça s'est pas su, ça s'est oublié, dans l'histoire, ce gars-là, il est un petit peu passé à la trappe. Ensuite, alors la deuxième date importante, c'est effectivement la loi qu'on dit de Snell, Wilbrord Snell, qui était un Hollandais, qui en 1621 donc, redécouvre la loi des sinus
presque sous la forme dont on la connaît maintenant. Et alors pour vous expliquer un petit peu la forme sous laquelle il l'a montré, parce que lui il n'a pas écrit avec vraiment les sinus, il l'a écrite de manière géométrique, je vais vous montrer ça après, et pour comprendre d'où vient cette méthode géométrique, cette formulation géométrique, il faut comprendre comment les gens faisaient les expériences de ce type. Donc typiquement le dispositif expérimental, c'est celui qui est là-bas, là. Je vais peut-être zoomer un petit peu sur ça. Zoomer c'est dans l'autre sens. Okay. Dispositif expérimental avec lequel ils étudiaient la réfraction, c'était ça. Donc vous avez un bloc comme ça de bois par exemple. Vous avez le soleil qui est sur la gauche là-bas, qui envoie de la lumière dans la direction L. Cette lumière arrive sur le bord de la boîte. Et puis il dessine une ombre, vous voyez l'ombre en H et en K là, d'accord? Ça c'est l'ombre laissée par le bord. Voilà. Donc quand ça passe dans l'air, le rayon lumineux arrive au point C et D, là, continue en ligne droite, et puis forme un trait en K et en H. Vous aurez ici de l'ombre sur cette partie, et là de la lumière. Voilà. Et on peut, donc, quand le soleil descend, vous avez ce trait là qui avance comme ça. Et là je vous parle de réfraction, pour l'instant il n'y en a pas. On peut disposer un bloc de verre ici, sur le chemin de la lumière. Quand la lumière va rentrer dans le bloc de verre et va réfracter, sa direction va changer. Et vous avez ici représenté deux rayons réfractés dans le verre. Et cette fois-ci, l'ombre du bord qui est ici va être plus courte parce que la lumière a été réfractée. Et on peut voir de combien c'était réfracté en mesurant cette longueur-là et en la comparant avec cette longueur-là. Et du coup, ça vous explique ça. Pourquoi est-ce que Snell a donner la loi de la réfraction sous la forme qui est ici. Si vous tracez, alors j'ai pris d'autres lettres que celles qui sont là, je suis désolé, je n'aurais pas dû le faire. Non. Vous avez ici la lumière qui arrive là, ça c'est la lumière qui passe dans le verre, ça c'est la lumière qui aurait continué s'il n'y avait pas eu le verre, là, en ligne droite, et la manière dont Snell indique la loi de la réfraction, c'est qu'il remarque que le rapport BD, la longueur ici, sur BC, est une constante. Quelle que soit l'angle ici avec laquelle la lumière arrive, les deux rayons lumineux aussi vont changer de direction, et le rapport des longueurs qui sont ici est constant. En tout cas, quand Snell décrit cette loi-là, il n'essaye pas spécialement de la comprendre plus que ça ou de l'expliquer. C'est une remarque qui est pertinente et maligne, effectivement. Le rapport des deux longueurs qui sont ici est bien une constante, et vous pouvez montrer que effectivement, ça redonne bien la loi des sinus, on fait un petit peu de géométrie élémentaire, je ne vais pas le faire ici. Mais voilà, lui donc, il s'arrête ici. Il n'essaye pas spécialement d'expliquer ça. Il le donne comme une formule qui marche, enfin, il le donne. Il se le donne à lui, d'ailleurs, il ne va pas publier son résultat. Il le communique quand même un petit peu à d'autres, notamment dans des lettres. Il explique un petit peu tout ça à tout le monde qu'il a trouvé ça. Mais il ne fait pas de publication qu'on pourrait appeler scientifique sur cette loi-là. Alors ça c'est su, hein, ceci dit. Hein. Encore une fois, il a communiqué, il a écrit des lettres, il parlait aux gens, il avait une activité scientifique avec des gens autour de lui, donc les gens savaient que Snell avait effectivement trouvé cette loi, et à partir de là, ça a commencé à être su. Là où les choses commencent vraiment à changer, c'est avec Descartes. On va passer un petit peu de temps sur ce personnage, René Descartes. Alors Descartes, c'est un Français. Il a passé une grande partie de sa vie en Hollande, c'est-à-dire la patrie de Snell. Donc il va y avoir une controverse, on va y venir tout à l'heure, mais est-ce que René Descartes a découvert la loi de la réfraction ou est-ce qu'il l'a trompé sur Snell? On va voir, en fait on n'en sait rien et finalement vous allez voir qu'on s'en fout, c'est pas ça la question. De façon purement factuelle, c'est pas du tout, ça serait pas étonnant qu'il ait pu voir effectivement des travaux de Snell, des brouillons, des lettres, et qu'il ait connu le résultat de Snell sous la forme que je vous l'ai présentée. Le truc, c'est que Descartes, ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment la loi elle-même. Descartes, il est connu, pas tant en tant que physicien en fait, hein, pour la plupart des gens, Descartes c'est un philosophe, un mathématicien, voilà, il est plus connu pour ça, et ce qui intéresse Descartes, c'est la méthode. Comment savoir? Comment est-ce qu'on construit un savoir? Pourquoi est-ce qu'un savoir est vrai ou pas? Et donc il va vraiment révolutionner en fait du coup la science, hein, parce que c'est vraiment de ça dont on est en train de parler, il va révolutionner la science, et il s'appuie sur quelques points assez particuliers. La science pour Descartes, je vais agrandir un petit peu ça, elle est caractérisée par les points qui sont ici.
je vais les détailler les uns après les autres, et qui ne sont pas du tout évidents à l'époque. Il y en a certains, pour nous aujourd'hui, c'est normal, voilà, c'est comme ça, c'est parce que Descartes nous l'a dit en fait. Voilà comment c'est. Donc tout d'abord, pour lui, c'est la raison qui détient la clé de la connaissance. C'est-à-dire, l'expérience est finalement assez secondaire. Il ne va pas aller faire une expérience, voir ce que donne l'expérience, et puis en déduire une loi mathématique. C'est pas ça qui l'intéresse. Je dis pas que c'est pas ça qu'il va faire, ça on va y revenir tout à l'heure, mais dans son idéal, c'est pas ça, c'est dans la tête. À la limite, Descartes, il se dit, je m'enferme dans ma piole pendant 3 mois, je réfléchis très fort, et voilà, boum, ça y est, j'ai pondu la loi de la réfraction. C'est ça son idéal à lui. Ça doit venir uniquement de considérations logiques, et ça doit venir de l'esprit humain. C'est la raison qui commande. Il pense que la science est un tout cohérent, donc qu'il y a certes il peut y avoir différentes disciplines, mais que voilà, si on fait de l'optique, on fait aussi de la mécanique, on fait aussi de la philosophie, d'ailleurs on fait un peu de tout, et il n'hésite pas du coup à mélanger les différents domaines les uns avec les autres. On va voir d'ailleurs que sa loi de la réfraction, elle est basée essentiellement sur une analogie avec la mécanique. Il fait de l'optique, il nous donne une loi sur l'optique en faisant une analogie avec la mécanique. La science, troisième point, est finie et accessible à un esprit humain isolé. Ça, c'est assez fort. Hein. Ce n'est pas du tout la vision qu'on a aujourd'hui. Pour lui, à l'époque, la science, c'est un truc qui est accessible, c'est fini, c'est-à-dire qu'on peut écrire toute la science dans un livre, on ne l'a pas à l'époque, mais on peut le faire, et un être humain pourra, une fois que ce travail aura été fait, lire le livre et connaître toute la science. Aujourd'hui, on en est loin. Un être humain, un chercheur dans un domaine donné, en général, il connaît son domaine, voilà, plus ou moins bien, ou très bien, ok. Il ne connaît pas les domaines d'à côté, et un physicien, en général, il ne connaît rien en biologie, il ne connaît rien en chimie, voilà, c'est très compartimenté, et c'est absolument impossible pour une personne de savoir tout ce qui se fait en sciences partout, d'avoir une vision globale de la science de l'époque. Descartes pensait et espérait que ça puisse être le cas. Ensuite, son idéal est mathématique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Donc pour lui, il va vraiment essayer de formaliser les connaissances de manière mathématique. Et si on peut faire une démonstration qui se base sur les mathématiques, eh ben on aura gagné, parce que voilà, les mathématiques, il n'y a pas à ergoter en fait. Faites une démonstration mathématique à quelqu'un, elle est juste ou elle est fausse. Et il suffit de la regarder ensemble, d'y passer un peu de temps. Si quelqu'un pense qu'elle est fausse, il dit le pas de là à là, je ne comprends pas. Et effectivement, en s'y penchant, on voit si c'est juste ou pas. Mais les mathématiques donnent une clé vraiment pour savoir si le résultat qu'on a est juste ou pas. Et enfin, il écrit en français. Et ça va avec le reste aussi. Avant, les gens écrivaient plutôt en latin. Et Descartes, lui, veut vraiment écrire en français parce qu'il se dit, si vraiment je dis des choses qui sont intéressantes en sciences, ces choses, je devrais pouvoir les exprimer à tout le monde, et pas seulement aux gens qui ont étudié les bouquins en latin, qui ont lu Aristote, etc. Si je découvre les lois de la nature, je dois pouvoir les expliquer à tout le monde, y compris les gens qui ne parlent que le français. Et donc il y a vraiment aussi un aspect comme ça de pédagogie, d'aller transmettre le savoir à l'essentiel, à la plupart des gens qui sont capables de le lire. Alors, bon, c'est aussi quelqu'un qui a l'air d'avoir une personnalité assez spéciale. Enfin, moi je ne le connais pas, mais bon, quand on lit un petit peu les choses sur lui, il ne se prenait pas non plus pour son logarithme. Et donc là, je vous ai mis une petite citation. Je pense avoir tellement expliqué les choses dont j'ai eu l'occasion de traiter que ceux qui les liront avec attention auront sujet de se persuader qu'il n'est point besoin d'autres principes que ceux que j'ai donnés. En gros, c'est bon, j'ai tout fait, pour parvenir à toutes les plus hautes connaissances dont l'esprit humain soit capable. Là, il est en train de dire, une fois que j'ai fait le boulot, c'est bon, les gars. Vous lisez et vous apprenez, c'est fini. Ça, c'est Descartes. Et alors, Descartes s'attaque, entre autres, à l'optique et à la loi de la réfraction. Il y a des choses qui sont trop petites, mais je vais aller zoomer après. Et donc, ce que s'attache Descartes à faire, c'est d'essayer de donner une démonstration de la loi de la réfraction. Ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est pas de dire la réfraction obéit à une loi qui fait intervenir des sinus, c'est, je vais vous montrer que ça peut forcément être que ça. Donc ça donne un poids en plus, c'est pas juste quelque chose qu'on observe, c'est effectivement, ça doit être comme ça de manière nécessaire. Et alors pour ça, il va se baser sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une théorie physique, donc il cherche à déduire ça d'une théorie physique. C'est-à-dire qu'il donne une explication, il donne un modèle en fait de ce que c'est pour lui que le vide.
quand on dit que la lumière se propage dans le vide, et bien en fait, il a une vision du vide qui n'est pas vide. Elle est constituée de différents éléments, de différentes tailles. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail de ça, mais le vide, c'est un truc un petit peu compliqué pour Descartes. Et il interprète la lumière comme le fait que, quand vous avez une source lumineuse, c'est quelque chose qui pour lui est en train de bouger, qui a un mouvement. Voilà. Ce mouvement appuie sur les grains, je vais appeler le truc l'éther, donc c'est ce milieu de tout à l'heure, là, appuie sur les grains d'éther, transmet une sorte de pression sur les grains d'éther, cette pression se transmet le long des grains, et puis au bout, s'il y a un œil qui est en train de regarder, cette pression qui arrive au bout comme ça, va aller appuyer sur l'œil et faire une sensation lumineuse. Donc vous voyez cette idée, hein, on a comme tout un tas de billes, on appuie sur une bille ici, bah, vous avez la bille du bout qui se déplace et qui appuie aussi. Alors attention, pour Descartes, il n'y a pas de déplacement, c'est vraiment juste une force, une sorte de pression. Si j'appuie un peu sur une des billes, ça va appuyer sur l'autre, mais ça ne va pas les mettre en mouvement. C'est vraiment juste une force qui se transmet comme ça. Pour Descartes aussi, et c'est important dans la suite, c'est quelque chose qui se produit de manière instantanée. Il imagine que les sortes de billes là, qui sont dans les terres sont infiniment rigides, ne se déforment pas. Donc quand vous appuyez sur l'une, instantanément, ça se transmet tout au bout de la chaîne. La lumière est un phénomène instantané. Alors ça, c'est le modèle d'éther assez élaboré qui présente. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et pour comprendre la manière dont se réfracte la lumière, il va faire une analogie mécanique que je vais vous détailler un petit peu après. En résumé, c'est ça, la composante de la normale. La composante normale de la vitesse est affectée en passant dans un milieu. Et alors ça, je vais vous le montrer, je vais vous expliquer l'analogie qu'il développe. Donc ça, c'est une figure qui est extraite de la dioptrique de Descartes, qui est publiée en 1637. Et l'analogie qu'il fait, c'est avec quelqu'un qui joue au tennis. Donc à l'époque, on jouait au tennis. Donc c'est bien une raquette que le gars a là-bas. Le gars est en train d'envoyer une balle, et il est en train d'envoyer une balle dans l'eau. Et Descartes se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un envoie une balle dans l'eau, comme ça, en donnant un grand coup de raquette dedans? Il dit, bon, si on néglige, si on ne tient pas compte de la force, de la gravité, en fait, mettons, si on ne tient pas compte de la gravité, le projectile ici va en ligne droite, avec une vitesse qui a été donnée par la raquette, stop, arrive à cet endroit-là, le corps est en train de rentrer rentre dans l'eau, et quand il rentre dans l'eau, il est freiné. Et Descartes se dit la chose suivante. Il se dit, le freinage ne va intervenir que sur la composante normale de la vitesse qui est ici. C'est-à-dire que si on décompose la vitesse qui est là en deux, une vitesse qui serait normale à l'interface, c'est-à-dire une vitesse qui est comme ça, et une vitesse horizontale, donc ici une vitesse verticale vers le bas et une vitesse horizontale, il fait l'hypothèse, Descartes, que la vitesse horizontale n'est pas affectée par le passage dans l'eau, ce qui est bizarre. Pourquoi? En fait, suivons-le. La composante horizontale de la vitesse n'est pas modifiée, et par contre, la composante verticale, elle est diminuée parce que la balle est freinée dans l'eau quand elle rentre. Et du coup, quand on fait la somme des deux composantes de la vitesse, la verticale et l'horizontale, on trouve que la balle ici a une vitesse qui est maintenant donnée comme ça, simplement sa vitesse verticale a été réduite, donc ça a ramené la direction suivant la ligne qui est ici. Et donc la balle, en traversant la surface d'eau, à cette trajectoire-là, la trajectoire se brise ici et part dans l'eau avec une trajectoire qui est celle-ci. Donc, il en arrive là, Descartes, à se dire que, voilà, si effectivement la vitesse de la lumière, si la vitesse de la balle est ralentie quand la balle arrive dans l'eau, eh ben, on a ce phénomène ici de déviation de la direction. Vous voyez quand même que ça ne correspond pas à ce qui se passe avec la lumière. Si vous vous rappelez vos cours de l'an dernier, quand la lumière arrive dans un milieu de haut indice, de densité comme l'eau, sa direction en fait est ramenée vers la normale comme ça. Donc la lumière ne va pas faire ça, mais la lumière va faire ça. Donc ça c'est quelque chose que du coup gêne un petit peu Descartes. Enfin, on ne sait pas si ça le gêne, mais en tout cas il le mentionne. Et il dit, ok, très bien, ce que ça veut dire, c'est que là ce que je vous ai présenté c'est juste une analogie. De toute façon ça ne peut être qu'une analogie parce que la vitesse de la lumière elle est infinie. C'est instantané la lumière pour lui. Donc là il ne s'agit pas de dire qu'on est en train de parler de la lumière, c'est vraiment une analogie. Et il dit, la lumière, c'est quelque chose qui se propage effectivement un peu comme une balle, sauf que, contrairement à une balle dans l'eau, la vitesse de l'objet qu'on lance devra être augmentée quand on va dans un milieu dense,
alors qu'elle est diminuée pour une balle. Donc la balle freine et se retrouve avec une trajectoire comme ça. La balle qui symboliserait la lumière, elle serait accélérée quand elle passe dans le milieu, et donc elle irait plutôt comme ça. C'est bizarre hein, que les choses aillent plus vite dans les milieux que dans l'air, mais voilà, c'est le point de départ de Descartes. Alors ça, je vous laisserai le lire tranquillement. Ça, je vous donnerai aussi le texte qui correspond à ça. Ça, c'est vraiment ce que Descartes a écrit. Il explique en fait ce que je viens de vous dire ici. Donc vous pourrez aller voir le style un petit peu le discours, hein, comment est-ce que c'est expliqué. On va juste lire le début. Voilà. Supposons qu'une balle poussée de A vers B rencontre au point B non plus la superficie de la Terre, parce qu'avant il parlait d'une réflexion, mais une toile CBE qui soit si faible et déliée que cette balle ait la force de la rompre et de passer tout au travers, en perdant seulement une partie de sa vitesse, à savoir par exemple la moitié. Juste pour vous montrer que c'est lisible. Ouais, ça c'est quelque chose, alors il faut s'accrocher un peu, comprendre où sont les lettres et tout ça, mais on comprend. Voilà. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, on lit ça, si on s'accroche, c'est bon, on arrive à comprendre ce qu'il dit. On n'est pas forcément d'accord, mais on comprend la manière dont les idées s'enchaînent. Donc, pour ce qui est de l'ambition de Descartes de dire les choses de manière claire et tout ça, c'est quand même assez réussi. Hein. C'est vraiment son ambition, et ça, il y arrive. Et alors, pardon, je vais revenir juste sur un des éléments tout à l'heure, voilà celui-là. Donc j'insiste ici, le projectile doit aller plus vite dans les milieux denses que dans l'air, si la vision de Descartes est correcte. Il l'explique ça, il en donne une explication, c'est un peu tordu, mais bon, c'est arrivé. En gros, je peux quand même vous le dire, il dit les milieux denses, c'est les milieux dans lesquels finalement l'éther, les molécules d'éther, les particules d'éther, elles sont assez lâches et tout ça, alors qu'un milieu dense comme l'eau, c'est bien serré et tout ça. Et il dit, si vous envoyez une balle sur un milieu qui est très serré, qui fait quelque chose de très lisse et tout ça, elle va bien glisser, alors que si vous envoyez une balle sur un milieu où c'est un peu, il y a des particules un peu partout au hasard et tout ça, ça va plus frotter, ça va du coup ralentir l'objet. Donc avec une autre analogie comme ça, il arrive à, pas vraiment convaincre, mais à expliquer un petit peu pourquoi ça peut ne pas être débile que la lumière aille plus vite dans l'eau que dans l'air. Alors, quelques remarques sur Descartes. Descartes, quand il décrit ses travaux et dans la publication, notamment la dioptrique, ne cite absolument personne qui a fait de l'optique avant. Vraiment personne. Hein. Donc, pourtant, il y a des choses qu'il dit, c'est évidemment pas lui qui les a trouvées. Notamment, quand il décrit la vision, en fait, il reprend en gros ce qu'a dit Kepler, mais voilà, il le dit autrement, les figures sont assez similaires, etc. Alors, pour l'époque, c'est pas spécialement du pillage, voilà. Ça se discute, mais bon, c'est l'ambition de Descartes. En fait, Descartes, lui, ce qu'il veut, c'est dire ce que je vous présente ici, ça n'a rien à voir avec le fait que d'autres l'ont trouvé avant. Certes, peut-être d'autres l'ont trouvé avant, mais c'est pas pour ça que c'est correct, c'est pas pour ça que c'est juste. Même si je vous dis que ça, c'est Kepler qui l'a trouvé, c'est pas ça qui fait que ça va être vrai ou pas vrai. Moi, ce que je vous montre, c'est un truc logique, et il n'y a pas besoin de mettre des nombres dessus. Si c'est vrai, c'est vrai, si c'est faux, c'est faux. C'est parti vraiment de ça. Ceci dit, on va lui reprocher ça quand même à Descartes, effectivement, on va avoir l'impression qu'il s'est approprié plein de trucs. C'est pas forcément tout le temps complètement faux, mais ça fait partie de sa méthode annoncée depuis le départ. Alors, je vous ai mis quelques points de vue qu'on peut lire sur Descartes. Vous voyez un petit peu la perception qu'ont pu en avoir les gens. Ça, c'est Ernst Mach, quelqu'un que vous connaissez au moins de nom, parce que le nombre de Mach en acoustique, le rapport de la vitesse d'un objet sur la vitesse du son, c'est lui en fait, qui a introduit ça. Bon. En 1913, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les principes de la physique optique. Et voilà, donc ce qu'il dit ici, je vais essayer de le traduire en direct, mais c'est à la suite de tout un chapitre sur Descartes. Il dit dans la dioptrique de Descartes, on a quand même du mal à supposer, même si on n'écoute pas Huygens, parce que je vous dirai après ce que je pourrais tout lire ça après, mais que Descartes a découvert la loi de la réfraction. C'est difficile à admettre. Donc, en tant que très bon géométricien, c'était pas très difficile pour lui de transformer la loi de Snell, de la mettre sous une autre forme, et puis, comme élève des jésuites, de dire qu'il avait établi, avec des guillemets, cette forme. Et là, donc là,
il y a un truc ensuite très fort et assez méchant en fait. Hein. Donc, il dit Descartes, c'était pas suffisamment un scientifique, il n'avait pas les qualités suffisantes d'un scientifique pour avoir dit découvrir les lois d'après l'observation, ni même de l'examiner attentivement d'un point de vue théorique. C'est méchant. C'est Descartes, en même temps je pense que Descartes s'en fout un peu, il était mort. Voilà. Il mentionne Huygens là parce que Huygens c'est effectivement quelqu'un qui va défendre Snell assez fort. Huygens donc il va venir dans notre histoire à la fin du XVIIe siècle, c'est 1660-1670, et donc à cette époque-là Descartes a depuis longtemps exposé la loi, et donc Huygens dit mais attention, il y avait quand même Snell qui l'avait écrite. Et il le dit, il le redit, et ça, donc c'est lui qui va un peu contribuer au fait que Snell ne devait pas tomber dans l'oubli. Huygens, c'est lui-même un Hollandais, hein, donc il a vécu là-bas, il connaissait les gens, donc il savait ce qui s'était passé. Et alors un autre truc qu'on peut lire sur Descartes, donc ça cette fois-ci c'est un historien des sciences qui écrit ça, c'est dans un des petits bouquins que je vous avais amené l'autre fois, là où je vous ai montré la couverture plutôt. Voilà. Une ancienne tradition historiographique a depuis longtemps, depuis Voltaire peut-être, figé caricaturalement les principaux traits du débat. Le débat ici, dans le contexte, c'est le débat entre Descartes et Newton. Il compare les deux dans cet article-là. Descartes serait le philosophe rationaliste trop confiant dans les pouvoirs a priori de l'entendement, trop dédaigneux de l'expérience, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, et qui aurait ainsi développé un roman de physique où l'imagination délire sous couvert de pseudo-évidences métaphysiques prises comme fondement de déduction infaillible. Donc là, c'est en particulier l'histoire de, si on a des... Imaginons que la lumière, ça soit comme des petites billes qui vont plus vite dans l'eau que dans l'air. Ben voilà, ça, pour certains, c'était une sorte de roman, c'était quelque chose qui était une pseudo-évidence métaphysique. Sa méthode serait en mieux un exemple de précepte trop généreux pour offrir un vrai modèle d'invention, au pire, un pire accompagnement rhétorique démenti constamment par la pratique effective de la science cartésienne. Et en gros, Newton, ce serait le contraire. Et ça, c'est effectivement l'idée qui va suivre Descartes au cours des siècles en histoire des sciences. Donc c'est l'idée que je vous ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça, et il ne faut pas oublier que Descartes, en fait, quand il dit « je vais faire une science qui est mathématique, qui est basée sur la raison et tout ça », c'est le premier à le faire. Donc il n'a pas, comme nous, il n'a pas appris ça toute sa vie, à faire ça. Hein. En fait, il est en train d'inventer la science, Descartes. Donc il ne faut pas que ça soit non plus trop étonnant qu'il y a des choses qui paraissent un petit peu trop poussées, qui soient presque caricaturales. Là, la science, elle est encore en train de se chercher à ce moment-là. Alors ça, c'était 1637. Je vais maintenant vous parler de Pierre de Fermat, qui va lui aussi essayer de démontrer les lois de la réfraction avec un principe sous-jacent. Donc il va essayer de démontrer cette loi de la réfraction. Et c'est assez intéressant, ce que je vous montre ici, ce qui va être assez intéressant, c'est la manière dont lui raconte ça. On va lire ensemble la lettre, là, il y a vraiment plein d'éléments super intéressants dans la lettre. Fermat, il a discuté avec Descartes, il n'était pas d'accord avec Descartes, notamment le fait que la lumière puisse aller plus vite dans l'eau que dans l'air, ou plutôt que ça s'appuyait sur une analogie où les choses allaient plus vite dans l'eau que dans l'air. Ça, il n'admettait pas, c'était bizarre, et tout un tas de trucs. Bon. Donc il a échangé avec Descartes. 1665, c'est c'est l'année de la mort de Pierre de Fermat, et ça c'est une lettre, une lettre à la fin de sa vie où il explique un petit peu ce qui s'est passé. Il ne savait pas qu'il allait mourir, hein, c'était pas un testament, mais bon, je trouve que c'était une des dernières choses qu'il avait à dire sur le sujet. Dès que j'eus lu le livre de feu Monsieur Descartes, donc Descartes était mort au moment où il écrivait la lettre, et que j'eus examiné avec quelque attention la proposition qui sert de fondement à sa dioptrique et qui établit la proportion de la réfraction, je soupçonnais sa preuve. Je soupçonnais, c'est-à-dire je pense qu'elle était pour rien. Sa démonstration me sembla un véritable paralogisme. Paralogisme contraire à la logique. Premièrement, parce qu'il se fonde sur une comparaison, et que la géométrie ne se pique généralement guère de ces figures, et comparaison y est encore plus odieuse que dans le commerce du monde. Voilà, Descartes nous fait une analogie, mais c'est pas ça. C'est pas ça la science, c'est pas une analogie. Les choses sont ou ne sont pas, mais elles ne sont pas comme. Voilà. Secondement, parce qu'il suppose que le mouvement de la lumière, qui se fait dans l'air et dans les corps rares, est plus malaisé, ou, si vous l'aimez mieux ainsi, plus lent, que celui qui se fait dans l'eau et les autres corps denses, ce qui me semble choquer le sens commun.
Et enfin, parce qu'il prétend que l'une des directions ou des déterminations du mouvement d'une balle subsiste tout entière après la rencontre du second milieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, Descartes supposait que la vitesse horizontale était conservée, alors que la vitesse verticale, elle était affectée. Ce qui est bizarre, il n'y a pas de raison particulière de supposer ça. Donc voilà, Fermat n'est pas d'accord avec Descartes sur au moins ces trois points. J'ajoutais même quelques autres raisons qu'il serait ou superflu ou ennuyeux de vous déduire. Il vit mes écrits, il y répondit, et après plusieurs réponses et répliques de part et d'autre, nous nous séparâmes comme le prévenu et le témoin, l'un dans l'affirmative, l'autre dans la négative, quoique j'eus enfin des lettres de sa part pleines de civilité. Voilà, ils ont échangé cordialement, mais ils ne sont pas arrivés à se convaincre l'un l'autre, ils sont restés sur leur position là. Pour nous garantir des paralogistes en une matière si obscure, je ne voyais pas d'autre moyen plus assuré que de chercher les réfractions dans cet unique principe, que la nature agit toujours par les voies les plus courtes. Alors attention, ça c'est important, ça c'est vraiment un point important pour Fermat. Il va partir d'un principe. La nature, quand il dit la nature agit toujours par les voies les plus courtes, il veut dire la chose suivante, quelque chose que vous avez peut-être vu, je ne sais pas. C'est ça. Quand on a la lumière qui va d'un point qui est là-haut à un point qui est là en bas, les gens s'étaient demandé, tiens, est-ce que la lumière ne mettrait pas par hasard le temps le plus court possible, ne prendrait pas, les gens se sont demandé, est-ce que la lumière ne prendrait pas le chemin le plus court pour aller d'en haut à ici? C'était le cas pour la réflexion. Quand on a une réflexion, on peut montrer que le chemin suivi, c'est effectivement le chemin le plus court. Les gens se sont demandé, tiens, pour la réfraction, est-ce que c'est le cas? Ben non, le chemin le plus court, c'est ici le pointillé, et la lumière, elle ne fait pas ça, elle fait plutôt quelque chose comme ça. Et Fermat, en fait, lui, il va comprendre que si on comprend le terme plus court, non pas comme une distance, mais comme un temps, ben en fait, il va tomber sur la loi de la réfraction. Ce qu'il va faire, donc on va le voir dans la suite de la lettre, ça va lui prendre un petit peu de temps, mais ce qu'il fait, c'est qu'il dit, tiens, imaginons que la vitesse dans ce milieu-là ne soit pas la même que la vitesse dans ce milieu-là, quelle doit être la trajectoire suivie par la lumière pour que le temps soit minimal? D'accord? Ce temps-là n'est pas minimal, on peut le montrer, un trajet qui ferait quelque chose comme ça et comme ça n'est pas minimal non plus. Quand on fait varier en fait le point quand on fait varier artificiellement le point où la lumière rentre dans l'eau comme ça, on s'aperçoit qu'il y a quelque part ici un minimum, voilà, et que quand on atteint ce minimum, les traits qui sont ici vérifient précisément la loi de la réfraction, la loi des sinus. C'est à ça qu'il va faire allusion dans la suite. Je reviens du coup à l'histoire ici. Sur le fond, donc, il s'appuie de... On était à les voies les plus courtes, sur le fondement duquel je lui indiquais qu'on pouvait chercher par géométrie le point de réfraction, ce que je viens de vous dire, en le déduisant au problème ou théorème que vous savez, donc le fait que la lumière met le temps le plus court possible. Mais parce que j'en jugeais l'invention très difficile et très embarrassée, puisque ces questions de maximi et minimi conduisent d'ordinaire à des opérations de longue haleine et qui se brouillent aisément par une infinité d'asymétries qu'on trouve sur son chemin, je laissais là ma pensée pendant quelques années, en attendant que quelques géomètres moins paresseux que moi en fit la découverte ou la démonstration. Donc il a l'idée, dont je viens de vous parler là, de voir le chemin le plus court, mais il ne le fait pas. C'est compliqué. Et effectivement, avec les moyens mathématiques qu'il a à sa disposition, c'est un problème compliqué. Il va y arriver quand même plus tard, mais au début, il se dit simplement, je ne le fais pas. Il y a une autre raison aussi pour laquelle il ne le fait pas, c'est le paragraphe suivant. Ce qui me rebutait à l'avance, c'était l'assurance que M. Petit et autres m'avaient donnée que leurs expériences, qu'ils avaient souvent réitérées pour mesurer les réfractions et dans l'eau, et dans le cristal, et dans le verre, et dans beaucoup d'autres liqueurs différentes, s'accordaient très précisément avec la proportion de M. Descartes, de sorte qu'il me semblait inutile d'en aller chercher quelque autre par mon principe, puisque la nature elle-même s'expliquait si clairement en sa faveur. Descartes avait trouvé la loi des sinus, tous les gens qui vérifient si c'est correct trouvent que la loi des sinus est correcte. Donc Fermat se dit, c'est pas la peine que je cherche un autre truc. Descartes, voilà, il a raison apparemment. Les hypothèses qu'il fait au départ, aussi bizarres qu'elles soient, elles conduisent à un résultat juste et vérifié par l'expérience. Donc, il n'y a pas, voilà, ça décourage d'aller plus loin. Il y a des gens autour de lui qui le poussent, notamment, c'est ce qu'il dit après. Néanmoins, les dernières instances de Monsieur de la Chambre me furent si pressantes que je résolus, il ne peut y avoir environ 2 ou 3 ans, de tenter le secours de mon analyse, imaginant qu'il y ait une infinité de proportions différentes entre elles, dont l'essence ne saurait vérifier la diversité, et qu'ainsi j'en trouverais peut-être quelqu'une qui approcherait de celle de M. Descartes, et qui pourtant ne serait pas la même. Donc là, je vais vous décrypter ça, vous prenez le temps de relire, etc. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est que, en fait, on n'a jamais accès à une précision infinie quand on fait des mesures. Il parle là d'une infinité de proportions différentes, dont l'essence ne saurait vérifier la diversité. À l'œil, on ne voit pas, mais il pourrait y avoir peut-être des lois différentes.
Et peut-être que la vraie loi, ce qu'il est en train d'écrire là, c'est peut-être qu'il y a une autre loi, qui n'est pas celle de Descartes, mais qui est suffisamment peu différente pour que, expérimentalement, ça soit presque la même. Voilà, qui donne expérimentalement des résultats à peu près les mêmes. Mais qu'en allant chercher plus loin, en faisant des mesures plus précises, on verra peut-être qu'effectivement, ces deux lois seraient différentes. Donc il se dit, je vais quand même essayer, je vais le faire, au bout d'un moment, pour diverses raisons, il le fait. Et je surmontais toutes les asymétries avec peine, et voilà que tout à coup, à la fin de mon opération, tout se débrouille, et il me vient une équation très simple qui me donne justement la même proportion que M. Descartes. La même formule. Avec un principe complètement différent, on trouve la même formule que Descartes. Je crus sur l'heure avoir équivoqué, car je ne peux me figurer qu'on aboutit à une même conclusion par des routes tout à fait opposées. M. Descartes, supposant, pour un des moyens de sa démonstration, que le mouvement de la lumière trouve plus de résistance dans l'air que dans l'eau, et moi, supposant tout le contraire. En effet, Fermat, dans sa démonstration, doit supposer que la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau que dans l'air. Je refis donc alors la question à diverses reprises, en changeant les positions, et je trouvais toujours la même conclusion, ce qui me confirma deux choses. L'une, que l'opinion de M. Descartes sur la proportion des réfractions est très véritable, très bien, on est d'accord, la loi de la réfraction c'est celle-là, et l'autre, que sa démonstration est très fautive et pleine de paralogisme. Donc il est d'accord avec le résultat, mais pas du tout avec la méthode. Donc lui, il a une autre méthode, basée sur des considérations physiques différentes, qui donne le même résultat. Donc ça, c'est important à deux titres, hein. C'est la conclusion qui est donnée ici. Hein. Ça veut dire qu'à partir de là, on commence vraiment à être sûr que la loi des sinus, c'est la bonne. Hein. Il y a deux manières différentes de la trouver, ça colle avec l'expérience, donc il y a peu de chances que ça soit autre chose. Mais par contre, là, il commence à y avoir une scission. Descartes, avec sa grande vitesse dans l'eau, est complètement en désaccord avec Fermat, pour qui la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau. En 1670, à partir de 1670, arrive un grand personnage de l'histoire, un autre grand personnage, Isaac Newton, qui s'attaque aussi au problème de la lumière. Et donc Isaac Newton, je vous l'avais dit l'autre fois, et donc il est célèbre à d'un titre, il va notamment révolutionner la mécanique, et il va effectivement appliquer les lois de la mécanique qu'il a inventées, en gros, au problème de la lumière. Et le point de vue qu'il va adopter, lui, ça va vraiment être un point de vue corpusculaire. La lumière est faite de petits machins, voilà, qui sont soumis à des forces, que les forces mettent en mouvement, dont les forces peuvent changer le mouvement, etc. Et ce qui fait par rapport à ceux qui étaient là avant, certains avaient déjà imaginé que ça pouvait être des corpuscules, mais lui, il va vraiment ajouter de la dynamique, c'est-à-dire parler de force. Voilà. Quand un corpuscule de lumière arrive sur une interface, il subit une force qui change sa direction. Et la théorie que Newton va mettre en place, je emploierai le mot plus tard plusieurs fois, ça s'appelle la théorie de l'émission. Les corps émettent des corpuscules, ce qui s'oppose aux théories du milieu. La théorie du milieu, c'est l'éther. L'éther est fait de tout un tas de choses qui sont affectées par le passage de la lumière. Descartes, par exemple, c'est une théorie du milieu. Les petites billes sur lesquelles on pousse d'un côté et puis hop, ça pousse de l'autre, ça c'est vraiment typiquement une théorie du milieu. Je reviendrai un tout petit peu après sur l'aspect dynamique, etc. Quelles sont les forces qui agissent dessus, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, 50 ans plus tard, va apporter un complément à ça, c'est Clairaut, Alexis Clairaut. Je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça va vraiment reprendre ça et puis ajouter des choses, donc plutôt que dire les choses deux fois. Quand je parlerai de Clairaut, je reviendrai sur ça. Donc alors quand même, à partir de là, à partir donc de 1670, donc ça en fait c'est le moment où 1670 c'est la date à laquelle Newton commence à présenter les choses, à écrire dans son carnet, puis il les présente à l'Académie des sciences. En fait il va publier son gros livre sur l'optique en 1704 seulement. Donc en 1670 ça commence à être connu autour de lui, et ça commence à être connu partout, vraiment plutôt à partir de 1704. Alors il se passe deux choses à cette époque-là, que j'ai mis dans un code couleur différent parce que ça ne concerne pas directement la réfraction ou la loi des sinus, mais en 1670, Bartholin découvre le phénomène de réfraction double. Donc c'est le truc que je vous ai fait passer tout à l'heure, là, ça c'est un cristal de Spath. Et donc quand on pose effectivement un tel cristal sur un corps, on voit qu'il y a deux images, que la lumière en fait est réfractée par deux chemins différents. Quand on étudie la manière dont c'est réfracté, on s'aperçoit que un des rayons lumineux
suivent la réfraction normale, la loi des sinus, et l'autre suit une loi qui est complètement différente. On appelle le premier le rayon ordinaire et le deuxième le rayon extraordinaire. Donc voilà, Bartholin découvre ça en 1670, il est absolument incapable de l'expliquer, mais ça apporte déjà une complication, ça. Voilà, la réfraction, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Il faudra arriver à expliquer un jour, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a deux réfractions différentes alors qu'il n'y a qu'un seul cristal. Par ailleurs, 1676, Romer montre que la lumière se déplace avec une vitesse finie. La lumière met un certain temps pour aller d'un point à un autre. Donc ça, je vais vraiment y revenir en détail dans la deuxième partie du cours, donc je ne vais pas en dire plus, mais à cette époque-là, on s'aperçoit que l'idée qu'on pouvait en avoir avant, celle de Descartes par exemple, avec sa propagation instantanée, bah déjà, ça c'est pas correct. Un modèle simple dans lequel ce serait des petites billes qui rebondissent ou qui sont freinées, avec cette expérience-là, c'est un petit peu difficile à expliquer aussi. Donc là, ces deux expériences-là compliquent la réflexion. Et alors, à cette époque-là, donc juste après ces deux découvertes, Christian Huygens, dont je dis le mot tout à l'heure, commence à présenter à l'Académie des sciences tout un tas de travaux. Ça sera publié en 1691, mais à partir de 1678, il y a déjà des idées qu'il met en place, commence à diffuser, les gens commencent à les connaître. Donc lui, il adopte un point de vue qui est ondulatoire, donc qui est complètement différent de celui de Newton. Et donc pour Huygens, la lumière, c'est une série d'ondulations. De la même manière que quand on jette un caillou dans l'eau, bah, ça fait des rides qui se déplacent comme ça et qui s'éloignent du point d'impact. C'est pareil pour la lumière. Ce qu'on peut voir un petit peu ici avec l'image de la bougie. Il dit, bah voilà, une bougie, en fait, c'est tout un tas de petits points qui émettent de la lumière. Chacun des points émettent de la lumière de manière sphérique. Et ces ondes, là, c'est ce qu'on voit. Quand on a l'œil qui est plus loin, bah, on reçoit ces ondes-là. Ça donne la sensation lumineuse. Et alors, Huygens s'aperçoit aussi de quelque chose qui est... il s'aperçoit de la propriété suivante. Imaginez ici qu'on ait un point A qui émet de la lumière. Vous avez ici ce qu'on appellerait aujourd'hui un front d'onde. Voilà. Ça, c'est la lumière qui a été émise du point A, donc on a cette onde sphérique qui est ici. Huygens remarque que si on remplace ici ce front d'onde sphérique par tout un ensemble de points sources, donc le point source n'est plus ici, mais on met tout un tas de points sources ici, chacun d'entre eux réémet une onde sphérique, et il s'aperçoit que la somme des ondes sphériques comme ça qui ont été émises par le point qui est ici, donne les enveloppes qui sont là, enfin donne les arcs de cercle qui sont là, et que ces arcs de cercle ici font une accumulation de lumière ici. Et on se retrouve ici avec une accumulation de lumière qui a de nouveau la forme d'une sphère. Et donc c'est comme ça qu'il voit la propagation de la lumière de proche en proche. Chaque point émet une ondelette, une onde sphérique. Cette onde sphérique est source de nouveau en chaque point d'une autre source sphérique, etc. Donc la lumière met en mouvement le milieu, alors il ne dit pas ce que c'est que le milieu, mais met en mouvement le milieu de manière sphérique, et chaque onde sphérique met elle-même le milieu autour d'elle, etc. Et ça se propage de proche en proche. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, ça, si on applique ce principe-là, qu'on appelle aujourd'hui le principe de Huygens, au problème de la réfraction. Et je vais vous montrer ici une petite animation, parce que je l'ai montré plusieurs fois. Ce que ça montre ici, c'est ici c'est un front d'onde, de la lumière qui arrive dans cette direction-là, et puis qui excite en quelque sorte des centres émetteurs qui se trouvent sur une interface où là on aurait de l'air et là on aurait de l'eau. Donc je vais vous le repasser un petit coup. Voilà, ici vous avez de la lumière qui est émise de manière sphérique, en haut et en bas. Vous voyez qu'en haut la lumière va plus vite que là, la lumière va plus vite dans l'air que dans l'eau. Donc c'est pour ça que ce cercle-là s'étend plus vite que celui-là. On va faire encore un petit coup. Et vous voyez que chaque centre ici émetteur se met à envoyer de la lumière quand il est atteint par la première onde. Le trait qui est ici, là, ça représente en fait le front d'onde d'une onde plane. On a une onde plane qui arrive dans cette direction. Un super matos. Qui arrive dans cette direction-là, perpendiculaire au front d'onde, elle arrive comme ça. Donc le trait qui est ici, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fronts d'onde, et donc ça excite en quelque sorte les particules ici du milieu. Et vous voyez que la somme de ces ondelettes, la sphérique, font des accumulations ici, comme ça, et en font là-bas. Ça, c'est ce qu'interprète, donc Huygens interprète ça comme l'onde qui a été réfléchie, ici,
Et on peut montrer en fait on montrer vraiment facilement que si on prend l'enveloppe de tout ça, là, ça fait une droite qui a le même angle que celle-là. Donc ça veut dire que l'onde est réfléchie avec le même angle que son angle d'incidence. Et on voit aussi, si je fais ici maintenant l'enveloppe des cercles du bas, que ce trait-là est un peu moins incliné que celui-là. C'est-à-dire que si je prends maintenant la perpendiculaire au fondement d'ici, je trouve quelque chose qui va comme ça. Là-bas, ça allait dans cette direction-là. Là, maintenant, dans l'eau, ça va dans cette direction-là. Vous voyez que la direction de propagation a effectivement été ramenée vers la normale. Et quand on fait le calcul de l'angle de réfraction de cette manière-là, enfin avec ce modèle-là, en supposant que la vitesse est moins élevée dans l'eau que dans l'air, on arrive effectivement à la loi des sinus. On montre aussi la loi des sinus avec ça. Donc Huygens arrive avec un modèle dans lequel la lumière est une onde qui se propage moins vite dans l'eau que dans l'air et retrouve aussi la loi des sinus. Et là, alors, ce coup-ci, c'est aussi fort que Newton du point de vue de la rigueur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'hypothèse bizarre ou débile. Voilà, c'est la lumière est une onde, il part de ça, la vitesse n'est pas la même dans les deux milieux, et pouf, il tombe sur la loi de la réfraction. Alors on pourrait se dire, bon bah à ce moment-là, les gens ont dû être bien embêtés quand même, parce qu'il y avait finalement Newton avec ses corpuscules, il y avait Huygens avec ses ondes, il y avait aussi Fermat d'ailleurs qui lui se prononçait pas spécialement, mais il disait juste, voilà, ça met le moins de temps possible. Donc il y avait trois approches différentes qui donnaient finalement la même loi des sinus à la fin. 1704, je le remets ici parce que c'est la date de la publication de Optics, donc c'est là où ça va toucher un peu plus largement l'Europe en fait. En 1727, parallèlement à notre histoire, il se passe quelque chose, on le verra aussi tout à l'heure. Bradley confirme que la lumière a une vitesse finie. Les observations de Romer que je vous ai mentionnées tout à l'heure, c'était assez bien accepté, mais il pouvait éventuellement y avoir un doute, on avait une seule manière de mesurer tout ça. En 1727, on a une autre manière de mesurer la vitesse de la lumière, et de montrer que c'est une vitesse finie, avec une valeur qui est en accord avec les résultats de Romer. Donc à cette époque-là, voilà, on sait qu'effectivement la lumière se propage à vitesse finie, et on a une bonne idée de la vitesse à laquelle ça va. On a vraiment une très bonne idée de la vitesse à laquelle ça va en 1727. Donc ça tue déjà, ça tue Descartes s'il y avait encore des gens qui pensaient que la lumière se propageait de manière instantanée, mais on a en plus une valeur numérique qui commence à être correcte. Et voilà, je voudrais finir avec donc ce premier petit voyage avec Alexis Clairaut. Qui parmi vous avait déjà entendu le nom de Alexis Clairaut? T'habites rue Clairaut? Non. Ah, Paris. Mais il n'y a pas en maths théorème de Clairaut? Ah, c'est très possible, effectivement. Il faisait de la géométrie et des maths, ce gars. Donc, bah, moi, non, en fait, j'en avais pas entendu parler avant de faire l'histoire de l'optique. Voilà. Donc, Alexis Clairaut, son ambition, et il va publier ça en 1739, c'est de reprendre le travail de Newton et de l'approfondir. Et c'est-à-dire vraiment d'essayer de regarder dans le détail quelles sont les forces que subissent les corps quand ils arrivent à l'interface entre deux milieux. Il faut bien voir que Newton, il n'était pas spécialement attaché à son propre modèle corpusculaire. Il avait donné un modèle, il l'avait décrit, mais il n'a pas défendu bec et ongle non plus. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont venus après Newton, les newtoniens, on va dire, étaient beaucoup plus pro-newtoniens que Newton lui-même, sur ce point de vue-là. Bon. Et en particulier, Clairaut, c'était le cas, effectivement. Et donc, Clairaut se dit, on va vraiment prendre l'hypothèse de Newton à la lettre. On va supposer qu'effectivement, les corps subissent les corps de lumière, les corpuscules de lumière subissent des forces quand ils arrivent dans les milieux. Et voilà la manière dont ils voyaient ça. Donc ça, c'est un schéma qui est extrait, effectivement, de travaux de Clairaut. Vous avez ici la lumière qui arrive sur ce qui est dans l'air, par exemple, qui arrive sur de l'eau ou du verre, et puis qui repart dans l'air. Et la manière dont les newtoniens voyaient ça, et donc la manière dont lui voit ça aussi, c'est que entre l'air et le verre ici, vous avez une espèce de micro-atmosphère. Vous avez de la matière qui est là, qui modifie, qui exerce des forces sur la lumière. Donc vous avez là-dedans tout un tas de particules qui exercent des forces sur la lumière, vous en avez tout un tas ici, et ces atmosphères ici sont telles que ça exerce une force qui va du milieu le moins dense vers le milieu le plus dense. C'est-à-dire ici des forces qui vont comme ça, et là des forces qui vont comme ça. Donc là-dedans, vous avez des forces qui accélèrent les corpuscules par là, et là qui les
vous accélère par là, ou autrement, si la particule vient d'ici, du coup, ça va la ralentir. Et donc, avec ce modèle-là, si on a comme ça une géométrie qui est plane, on peut se convaincre assez facilement que si vous avez tout un tas de corpuscules là-dedans qui exercent une force sur la lumière, à cause de la géométrie plane qui est ici, vous n'allez pas avoir de force horizontale sur les corpuscules. Un corpuscule de lumière qui est ici va subir autant de force de l'atmosphère qui est ici que de l'atmosphère qui est là, et donc il n'y aura pas de composante horizontale par symétrie. Par contre, il y aura une composante verticale importante. C'est courbé dans les... Oui, effectivement, ici c'est courbé. Oui. Donc on n'a pas moyen de le voir, parce que cette atmosphère elle est invisible, mais c'est comme ça qu'il l'imagine. Et donc la lumière arrive là, donc par là, et puis du coup ici est ralenti. Et donc comme sa composante verticale, sa composante normale à l'interface est ici diminuée alors que là elle est augmentée, et ben on se retrouve effectivement avec la trajectoire qui est ici. D'une certaine manière, vas-y. C'est entre, en fait, il y a un milieu au milieu, c'est un Ouais. milieu, et puis c'est l'interface entre les deux. Ça c'est l'atmosphère, ouais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est responsable de l'accélération des corpuscules. Le vert, c'est vraiment cette partie-là, et l'air, c'est ça, et c'est ça. Du coup, ça donne une image qui est assez proche de celle que donnait Descartes, hein, finalement. Les corps, ici, sont accélérés dans cette direction-là, ils vont plus vite dans les milieux, dans l'eau ou dans le verre, que dans l'air. Mais ici, on en a une explication précise et physique. Voilà pourquoi, c'est parce que c'est accéléré aux interfaces. Alors, donc, je voulais juste vous montrer ici donc ces deux points de vue, corpusculaire, ondulatoire. Il va y avoir vraiment, après ça, des pro-ondes et des pro-corpuscules. On aura l'occasion de revenir sur ça. Une manière de faire la différence entre les deux, une manière expérimentale de savoir qui a raison, c'est de mesurer la vitesse de la lumière dans l'eau. Si on voit qu'elle est plus grande dans l'eau que dans l'air, c'est Newton qui a raison, et Ferro. Si elle est plus faible, c'est Huygens et ceux qui pensent que c'est des ondes. Donc ça va être le sujet de ce qui va venir après. Ce que je vous montre ici, là, c'est extrait de... Non, c'est pas extrait de... Ce que je vous montre ici, ça c'est la couverture d'un bouquin sur lequel je me suis appuyé, que je vais là, vous pourrez jeter un coup d'œil après si vous voulez. Donc Olivier Garrigol, c'est un historien des sciences français, il est écrit en anglais. Et donc cet ouvrage est dédié à l'histoire de l'optique dans la période qui nous intéresse ici en plus. Et je vous ai mis ici les noms qui apparaissent dans l'histoire que lui raconte, de la même période que ce que je viens de faire ici. Donc il y a tous ceux que je vous ai racontés, mais il y en a plein d'autres en fait. Donc c'est une histoire qui est complexe. Là, on pourrait y passer 3 heures, et au bout d'un moment, ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous non plus d'entrer trop dans le détail. Mais vous voyez qu'il y a tout un tas de gens là qui ont eu quelque chose à dire sur cette histoire. Ou bien se prononcer pour Newton, ou bien pour Huygens, ou bien apporter quelque chose à l'un ou à l'autre. Mais voilà, c'est pas juste 3 personnes là qui chacun donne leur avis, il y a vraiment une communauté qui interagit. Vous en connaissez combien là-dedans des noms ?